Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion organisée par Ben FR en collaboration avec l'équipe FRDI autour de l'impact des stéréotypes. Mon nom est Malik Sall, je suis Programme Manager chez Amazon Customer Service. Je suis chez Amazon depuis un peu plus de 8 ans maintenant et je suis aussi président du Black Employee Network ou BEN pour la France. Et je suis très ravi d'être votre host pour cette session aujourd'hui. Nous avons deux invités que nous présenterons dans quelques instants. Et juste avant de faire ces présentations, j'aimerais donner une introduction assez rapide du Black Employee Network, donc de BEN, et discuter un peu de quels sont nos objectifs. Alors, Ben FR a été fondé l'année dernière, en été dernier, donc précisément le 1er juillet. Et c'est un Employee Resource Group ou un groupe d'affinités qui a pour objectif d'accompagner le business sur tout ce qui est diversité et inclusion des employés afrodescendants chez Amazon. Nous faisons cela par différents moyens. Nous travaillons avec les équipes HR notamment pour s'assurer que par exemple, le processus de recrutement et nous enlevant toutes les barrières et toutes les possibilités d'avoir des décisions qui sont bias dans le processus de recrutement. Nous travaillons aussi en externe afin de cibler des talents externes à Amazon et de les attirer vers notre entreprise. Nous travaillons aussi dans la partie développement professionnel et donc les membres de notre groupe nous proposons aux membres de notre groupe une plateforme pour pouvoir avoir tous les moyens nécessaires pour progresser dans leur carrière. Nous mettons à leur disposition des sessions et des outils qui leur permettent de connaître les mécanismes pour l'évolution de carrière et de pouvoir les appliquer pour pouvoir être promus chez Amazon. Nous travaillons aussi avec des acteurs externes à la société. Nous travaillons avec des associations, nous travaillons avec des acteurs sociaux externes pour engager la communauté et pour s'assurer que nous avons aussi des actions qui sont externes à la compagnie et que nous sommes un acteur réel de changement social au sein de la France. Et le dernier aspect sur lequel nous travaillons, c'est aussi l'engagement de la communauté ou du groupe. Nous mettons en place des actions pour rassembler les membres du groupe et créer un environnement sûr où tout le monde se sent à l'aise de pouvoir évoluer et de pouvoir avoir une carrière chez Amazon et surtout de pouvoir compter sur un réseau des membres affiliés au groupe dans toute situation possible. J'aimerais assurer et renforcer un message que je donne souvent par rapport au Black Employee Network. C'est un groupe qui est absolument inclusif. Nous sommes conscients que travailler sur ces aspects nécessite de l'inclusion et donc notre groupe va compter des membres de toute origine, de toute race, de tout sexe et nous vantons d'ailleurs de cet aspect car un groupe qui prône la diversité et l'inclusion et qui serait exclusif, ça n'a pas forcément de sens. Et donc, nous pouvons voir au sein de notre board, mais aussi au sein de nos membres, des employés de toute origine, de toute culture. Voilà pour la petite introduction de Ben FR. Sans plus tarder, je vais passer à la partie d'introduction de nos speakers et je vais leur laisser la parole. Nous avons Raki et Virginie qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci beaucoup de prendre de votre temps pour participer à cet événement. Je vais passer la parole à Raki pour se présenter et ensuite on passera à Virginie. Très bien, merci Malik. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Raki Kassi, je suis psychologue et docteur en psychologie sociale. Donc, j'ai l'habitude de dire que j'ai 3 casquettes. Donc, je suis d'abord une chercheuse. Donc, j'ai fait des études en psychologie sociale. J'ai travaillé sur le concept de menace du stéréotype. Pour faire simple, c'est lorsqu'une personne a peur de confirmer les stéréotypes associés à son groupe.
et qu'elle essaye de faire en sorte de pas les confirmer. Et le problème, c'est que cet effet diminue ses performances et altère un peu son état émotionnel. Donc j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur les Noirs de France et les femmes séparément. Donc je suis aussi psychologue, donc j'ai un cabinet de consultation où je reçois des personnes de toute origine et de toute race. Et je suis ravie de t'entendre dire ça, Malik, puisque bien que je sois une femme noire et que beaucoup de femmes noires se reconnaissent en moi et qu'elles constituent la majorité des personnes qui me consultent, j'ai aujourd'hui beaucoup de personnes de toute origine. J'ai des femmes blanches, des femmes noires, des femmes asiatiques, des femmes maghrébines, des hommes noirs, des hommes blancs, des hommes asiatiques, etc. Des hommes blancs, ça c'est très récent, qui me disent je vis mal le racisme, l'impact du racisme autour de moi et j'ai besoin de consulter. Donc je suis ravie de cette diversité. Et je suis, pour ma troisième casquette, consultante et formatrice dans cette grande thématique de la diversité et de l'inclusion. Et donc, j'interviens auprès des entreprises, des collectivités, où je fais des formations ou un accompagnement au développement de politiques de diversité. Et donc, j'interviens sur des sujets tels que les stéréotypes, les préjugés, le harcèlement, le racisme, etc. Donc voilà, je travaille sur le même sujet à des aspects différents au niveau de la recherche, au niveau individuel, au niveau des organisations. Super. Voilà. Ravi de t'avoir avec nous, Raki. Merci beaucoup. Merci. Virginie? Oui, eh bien, bonjour à tous et tout d'abord merci de m'accueillir aussi chez vous, Malik. Je suis ravie d'être ici avec Raki. Alors donc moi je suis formatrice et coach en leadership basée à Luxembourg. Je suis d'origine française. J'ai fait des études à l'université de Valenciennes où j'ai fait un DESS de négociateur trilingue du commerce international. Et depuis la fin de mes études, je suis partie à l'étranger. J'ai habité dans 6 pays différents et j'ai toujours mené et gérer des équipes internationales, que ce soit sur site ou virtuelles. Et j'ai toujours travaillé dans de grandes entreprises internationales, dont la dernière était Amazon, où j'étais la senior manager pour la qualité dans le service client en Europe et ensuite senior manager de learning and development, donc la formation et le développement, toujours aussi pour le service client en Europe. Et depuis 2018, donc j'ai décidé de me lancer par moi-même et donc voilà ce que je fais. Personnellement, la diversité a toujours eu une très grande importance dans ma vie. Depuis que je fais mes études, j'ai toujours été attirée par les gens qui étaient différents de moi-même. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais fait mes études de langues étrangères appliquées. Comme je l'ai dit, j'ai habité dans différents pays. Je suis mariée à un homme noir qui est d'origine d'Amérique du Sud. J'ai des beaux enfants. J'ai mon frère qui habite en Angleterre. Et donc la diversité, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas vivre sans. J'en ai besoin, je l'adore et je suis contre toute discrimination, que ce soit au niveau race, âge, sexe, background, etc., etc. Donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Absolument ravi de t'avoir aussi. Merci beaucoup Virginie et Raki pour ces introductions. Pour nos participants, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat disponible sur Broadcast. Nous y répondrons soit pendant la discussion, mais aussi nous aurons un temps alloué à la fin de cette session pour recenser vos questions et pour y répondre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions directement via le chat. Commençons la discussion par une première question qui peut paraître très évidente, mais au final, pas si évidente que ça. Je l'ai appris moi-même. Et cette première question, je voudrais l'adresser à Raki. Qu'est-ce qu'un stéréotype? Est-ce que tu pourrais nous donner une définition d'un stéréotype? Oui, merci pour cette question. C'est vrai que ça paraît évident. On pense savoir ce qu'est un stéréotype. On utilise des termes stéréotypes, préjugés, clichés, un peu les uns pour les autres sans forcément les distinguer. Alors nous, en psychologie sociale, on définit le stéréotype comme étant une croyance partagée par un groupe donné à propos d'un autre groupe donné. D'accord. Donc à partir du moment où on fait deux groupes humains, d'accord. Donc là, je vais sur la notion de catégorisation sociale. Donc, on catégorise des choses, on catégorise aussi certains groupes humains. Donc, à partir du moment où vous avez deux groupes humains différents, on va dire les Français, les Américains,
ceux qui sont en Angleterre, etc., etc. Vous avez deux biais qui apparaissent immédiatement. Donc, il y a le biais d'assimilation et le biais de contraste. C'est-à-dire, biais d'assimilation, ce sont tous les mêmes, et biais de contraste, nous sommes différents. Ils sont différents de nous. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous distinguez deux groupes et que vous avez ces deux biais-là, il faut les justifier. Ce sont tous les mêmes parce que. D'accord ? Et nous sommes différents parce que. Donc, on associe des croyances à ces groupes. Et ces croyances, ce sont des croyances qui sont associées soit à des traits de personnalité, des compétences, des mœurs, etc., etc. Donc, on va dire, par exemple, les Français sont chauvins, font toujours la grève, les Belges sont... je ne sais plus ce qu'on dit sur les Belges. Les Anglais ont un humour spécial, les Parisiens, les Marseillais, voilà, etc. Donc, et ça se décline un peu à l'infini. Donc là, je vous ai parlé de pays, je vous ai parlé de villes, mais on peut penser aussi à des groupes culturels, à des groupes ethniques, à une différence également d'écoles, ceux qui sortent des grandes écoles, ceux qui sortent des universités. Donc à partir du moment où vous avez deux groupes différents, on y associe des croyances. Donc un stéréotype, c'est une croyance que l'on associe à un groupe donné. Et cette croyance est partagée par les membres d'un groupe social donné, c'est-à-dire que nous, en France, nous avons des croyances à propos d'autres groupes, et les autres ont des croyances sur nous également. Et donc, ces croyances sont partagées. Voilà. Donc, c'est ça un stéréotype. C'est très clair. Merci beaucoup d'avoir défini ça et clarifié, on va dire, ce concept. Virginie, pour toi maintenant, en quoi est-ce que il est important pour tout le monde, et en particulier pour les employés, de savoir ce que c'est qu'un stéréotype? Oui, alors en fait, c'est très important parce qu'on ne sait jamais l'impact que l'on peut avoir sur les autres. On a tous, qu'on le veuille ou non, des préjugés. En anglais, ça s'appelle même, quand ils sont inconscients, des unconscious bias. Et donc, il faut faire très attention à ces préjugés que l'on a. Tout ce qui nous paraît évident n'est pas obligatoirement évident pour quelqu'un d'autre. Quelque chose qui est amusant pour nous ne l'est pas obligatoirement pour quelqu'un d'autre. Et surtout dans une entreprise comme Amazon où il y a des centaines de nationalités qui se côtoient, qui communiquent les uns vers les autres, il faut faire très attention à ce que l'on dit et ce que l'on fait, car les malentendus peuvent naître rapidement. Donc c'est pour ça d'être très conscient de ce qu'est un stéréotype et comment ça marche, parce que parfois on peut adapter notre moyen de communiquer, que ça soit de manière verbale, à l'écrit ou par nos gestes, et donc être déjà conscient, c'est la première étape pour ensuite permettre une meilleure communication parmi les gens. Super, c'est très clair, merci beaucoup. Pour continuer sur ce concept de stéréotype, il y a souvent un rapprochement qu'on fait entre stéréotype et racisme, particulièrement. Donc, Raki, j'aimerais te poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre stéréotype et racisme? Et si oui, quel est ce lien? Oui, il y a un lien, c'est-à-dire que les stéréotypes, ce sont des croyances, d'accord? Et ces croyances, elles nous amènent à avoir donc des préjugés ou d'autres comportements, des discriminations, etc. Donc ces stéréotypes influencent notre manière d'interagir les uns avec les autres, d'accord? Le racisme, je vais quand même le définir avant de dire en quoi il y a un lien avec les stéréotypes. Le racisme, c'est une idéologie. D'accord, c'est une idéologie, c'est un rapport de pouvoir, c'est une idéologie avec deux postulats. Donc le premier, c'est la distinction de groupes humains en races, d'accord. Donc les Noirs, les Blancs, les Maghrébins, les Asiatiques, les Juifs, etc. Et donc une distinction entre ces différents groupes. Et si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, j'ai dit qu'à partir du moment où on distingue deux groupes, il y a deux biais. Donc le fait de dire qu'ils sont tous pareils et ils sont différents de nous. Et le deuxième postulat, c'est la hiérarchisation de ces groupes, d'accord, avec la croyance que
au-dessus, vous avez le groupe des blancs, tout en bas, vous avez le groupe des noirs, et au milieu, vous avez les autres, d'accord? Et donc, à ces groupes sont associés des croyances qui sont ces stéréotypes-là, d'accord? Donc, si je reste sur la très schématiquement, hein, sur la distinction noir-blanc, puisque ça a été beaucoup alimenté scientifiquement, etc., pour justifier l'exploitation des Noirs par les Blancs au moment de l'esclavage, etc. Donc ces croyances, ces croyances sont composées d'éléments liés, donc je disais, aux compétences, etc. C'est-à-dire qu'on va dire que les Noirs ne sont pas intelligents, ils sont sportifs, donc ils sont bons pour le travail manuel, ils sont sauvages, on va avoir des croyances sur leur sexualité, etc., etc. Et on va associer aux Blancs des croyances très positives. D'accord. Ils sont intelligents, ils sont doués et ils méritent leur position de pouvoir. Donc ça, ce sont des croyances, ça a été construit pour que l'on y croit. Donc, ce qui a été construit peut être déconstruit, d'accord. Donc, c'est pour donner un peu d'espoir à tout le monde. Et donc, le lien entre racisme et stéréotypes. Donc, les stéréotypes permettent d'asseoir en fait cette idéologie raciste. Elles permettent de la diffuser et de l'implémenter un petit peu au niveau de nos croyances, d'accord. Et du coup, je reviens un tout petit peu sur la définition des stéréotypes. Donc, ils sont composés de croyances. Et ces stéréotypes, le problème des stéréotypes, c'est pas le fait d'utiliser des catégories. Le problème, c'est la généralisation excessive. Comme le disait tout à l'heure Virginie, c'est le fait de mettre les gens dans des cases et d'avoir des a priori sur ces personnes-là. C'est ça le problème des stéréotypes. C'est pas le fait d'avoir des catégories. C'est le fait de mettre tout le monde dans le même sac et de les considérer de cette manière-là. Donc, c'est ça le lien entre stéréotypes et racisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes qui sont directement issus de cette idéologie raciste, qui la maintiennent un peu en vie. Et donc, quand on les utilise, quand on essaie de les confirmer, on joue le jeu de l'idéologie raciste. Mais tous les stéréotypes ne sont pas des stéréotypes racistes, heureusement. Il y a des stéréotypes sur tous les groupes, quels qu'ils soient. Mais voilà, c'est ça le lien entre les deux. Ok, très, très intéressant. Et du coup, ça m'amène à une autre question et je vais rester avec toi, du coup, Raki, pour celle-là. Je comprends, du coup, que les stéréotypes en eux-mêmes ne sont pas forcément mauvais. C'est un peu l'usage qu'on va faire de ces stéréotypes qui va être positif ou négatif. Du coup, ma question, c'est quelles raisons ou quels comportements peuvent mener à un usage négatif, du coup, des stéréotypes? Alors, disons que en soi, les stéréotypes ont une fonction, d'accord? Et la première fonction, c'est de permettre à notre cerveau de prendre des décisions rapidement. Parce que notre cerveau est envahi d'informations à chaque seconde, d'accord? Il y a des informations extérieures, au niveau visuel, auditif. Il faut en plus maintenir la température interne, l'équilibre, etc., etc., la digestion, et j'en passe. Donc, pour prendre des décisions rapidement, on a besoin de les catégoriser. On a besoin de savoir ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est chaud, c'est froid, c'est dangereux, c'est pas dangereux, et puis tout de suite de prendre des décisions. D'accord? Donc en soi, avoir des stéréotypes, c'est pas quelque chose de négatif. Mais parfois, ça nous amène à avoir des comportements négatifs envers certaines personnes. C'est-à-dire qu'on part d'a priori de croyances négatives, pensant que, par exemple, vous êtes une femme, donc vous êtes faible, donc vous ne pouvez pas porter de charges lourdes. Donc on va peut-être anticiper vos capacités, etc. Vous êtes une femme qui a des enfants, on va supposer que vous ne pouvez pas aller en déplacement, donc on ne vous met pas sur telle ou telle mission. D'accord? Donc c'est ça. C'est à partir du moment où vous utilisez vos stéréotypes pour prendre des décisions concernant d'autres personnes, c'est là qu'il y a un problème en fait, parce il peut y avoir potentiellement des conséquences négatives. D'accord. Il y a certes des personnes qui rentrent dans les cases. Il y a des femmes qui ont des enfants qui ne veulent pas aller en déplacement. Il y a des femmes qui ont des enfants qui peuvent aller en déplacement et qui veulent aller en déplacement. Donc il ne faut pas prendre des décisions a priori en se basant sur nos croyances a priori.
Très bien. Je ne sais pas si ça Très bien. répond à tes questions. Absolument, absolument. Et pour une bonne transition, du coup, je vais passer la main à Virginie pour cette question de ton expérience, une large expérience avec les grands groupes, les grandes sociétés, etc. Et aussi sur un point de vue international. Quels tips ou quelles best practices, comme on aime dire chez Amazon, recommanderais-tu afin de faire un bon usage du coup des stéréotypes? Oui, alors avant de donner ma réponse, je voudrais raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Donc, j'avais été embauchée aux Pays-Bas dans une grande banque internationale pour aller mettre en place une équipe en Inde. Et donc, la première fois que je suis allée en Inde, je suis partie pour une semaine et j'avais décidé de rester le week-end pour découvrir un petit peu, vu que c'était la première fois que j'allais là-bas. Et donc, mes collègues s'étaient organisés pour me faire visiter. Et le matin, quand je suis arrivée, j'étais habillée avec des vêtements indiens, donc des salwars, pour ceux qui connaissent, un salwar. Et ma collègue indienne, moi je m'étais habillée comme ça justement pour faire honneur à mes collègues et puis au pays d'accueil. Et ma collègue Gina, elle avait mis donc un top indien, mais elle s'était mise en jean justement pour essayer de m'accommoder, pour que je me sente mieux à l'aise. Donc quand on s'est vu, on a rigolé parce qu'on a eu la même idée, mais à l'inverse. Et donc moi j'ai vraiment apprécié parce que j'ai dit c'est gentil de sa part et eux aussi ils ont apprécié que j'étais habillée en indienne. Et donc, on a marché et à un endroit, on marchait et il y a un de mes collègues qui vient, puis il me dit, il y avait les deux dames que tu vois là-bas derrière, tu sais, elles parlaient de toi. Alors, je dis, ah bon, comme c'était en tamil, je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Et il me dit, eh bien, elles ont dit, ah ben regarde, cette femme blanche-là, c'est bien, elle porte les vêtements indiens, c'est vraiment super. Par contre, l'autre là, l'indienne, elle porte même pas nos vêtements alors qu'elle devrait faire voir les vêtements qu'on a. Et alors cette expérience-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que je me suis dit, en fait, on ne sait jamais ce qui se passe quand on voit quelque chose. Et donc je dis toujours une phrase, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc les recommandations que je voudrais faire, et surtout je pense qu'à Amazon, en connaissant les leadership principles, il y en a un qui est applicable vraiment partout et surtout dans le cas de la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est learn and be curious. Donc apprenez et soyez curieux. Donc dans n'importe quelle situation et surtout quand on a des stéréotypes en tête, c'est toujours d'être curieux et de poser des questions. N'assumez pas, ne faites pas de suppositions que vous savez déjà la réponse, parce on a toujours quelque chose à apprendre. Comme le disait Raki, on vient tous de groupes différents et je suis convaincue qu'on a tous quelque chose à offrir, mais on a également tous quelque chose à apprendre des autres. Donc, être curieux, poser des questions, ne jamais faire de suppositions et surtout ne jamais juger. Comme je dis, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et l'exemple de ces deux dames, pour moi, c'était frappant parce qu'elles ont jugé ma collègue alors que, en fait, ma collègue essayait de me mettre à l'aise. Et donc, c'est valide partout, que ce soit quand des gens viennent de cultures différentes, de nationalités différentes, qui ont des préférences sexuelles différentes, d'âges différents, etc. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ça serait mes recommandations, Malik. Je peux rebondir. Très bon exemple, bien sûr, je peux rebondir justement sur ce que tu dis, Virginie, parce que ça rejoint aussi ce que je dis quand on me demande mais comment on fait pour passer au-dessus de ces stéréotypes, puisqu'ils s'imposent finalement à nous, à notre perception en fait de la situation. Et ce que tu dis est très vrai, puisqu'on entend souvent les gens dire ah mais j'aime pas les Noirs, mais toi je t'aime bien. J'aime pas les Arabes, mais toi je t'aime bien. Pourquoi? Pourquoi en fait je t'aime bien? Je t'aime bien parce que j'ai appris à te connaître en fait. Je sais que finalement tu n'es pas agressive, tu n'es pas paresseuse, que tu sens bon, enfin je donne quelques exemples de stéréotypes comme ça, mais j'accède un peu à ta complexité d'être humain et finalement tu sors des cases en fait et tu ne corresponds plus du tout à ce que j'avais en tête. Donc c'est ça, être curieux de l'autre, et une fois qu'on est curieux de l'autre, on se rend compte que finalement elle est beaucoup plus qu'un cliché ou qu'une case. Ouais. Exactement. Cette conversation est vraiment, vraiment intéressante. J'espère que tout le monde dans l'audience en profite autant que moi. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Je vais continuer avec Virginie. Toujours dans le même ordre d'idée. Comment est-ce qu'on doit réagir maintenant premièrement, lorsqu'on est victime de l'usage de stéréotypes au travail? Comment est-ce qu'on devrait réagir
Oui. face à cela. Alors là, je vais raconter encore une autre petite histoire qui m'est arrivée. Donc toujours dans cette banque-là, c'était le premier jour où je suis arrivée. Et en fait, donc j'avais été embauchée dans cette banque pour mettre en place une équipe en Inde. J'étais embauchée dans le service technique de la banque. Et donc je vais me présenter à tous les gens qui allaient être dans mon équipe. Et puis à un moment, j'arrive à un monsieur. Et ce monsieur-là, c'était le plus âgé du groupe. Et juste pour donner une information supplémentaire, l'équipe dont je devais m'occuper, on était à peu près une quarantaine. Sur 40, on était 4 femmes, donc avec moi qui arrivais. La majorité de mes collègues et des gens dont j'allais m'occuper, c'était des Néerlandais, des Blancs. Il n'y avait qu'une poignée d'Indiens, des hommes. Et les Hollandais, donc mes collègues néerlandais, étaient tous beaucoup plus âgés que moi. Ils avaient au moins 50 ans et plus. Donc j'arrive près de cet homme. Cet homme était le plus âgé. Je lui dis bonjour, je suis Virginie, je vais travailler ici. Et il me regarde et puis il me dit mais tu as fait des études techniques? Alors, je lui fais non, pas du tout. Et il me regarde encore, il fait ah bon, alors tu as fait des études de finance ou de bancaire? Je lui fais non. Alors il me regarde d'un air de dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et là je me suis dit ok Virginie, tu restes calme, il ne te connaît pas, il ne sait pas qui tu es et peut-être que moi si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être réagi de la même façon. Donc j'ai continué, j'ai commencé mon travail, j'ai essayé de comprendre mon rôle, la banque, ce que je devais faire avec mon équipe en Inde, etc. Et puis peut-être 2 ans après, cet homme-là, donc celui qui m'avait parlé, il a eu un infarctus. Et donc je suis allée le voir à l'hôpital, je me suis assurée pour qu'il garde le contact avec l'équipe, j'ai aidé aussi à l'aider avec ses papiers, avec les ressources humaines, les différents départements, etc. Et puis donc cet homme-là, plus quelques mois après, il est revenu dans la banque et alors que lui au début il était très froid, il me dit juste bonjour et vraiment très très désagréable. Quand il est revenu de son passage à l'hôpital, il était toujours gentil avec moi, il souriait, il me parlait comme si de rien n'était. Et puis encore à peu près 1 an ou 2 après, il a décidé de partir en retraite. Et donc le dernier jour où il était là, on lui avait fait une petite fête, là, farewell party, et donc il nous fait son petit discours en disant voilà, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans la banque, j'ai eu plein d'opportunités, etc. Donc je voudrais remercier la banque. Et il dit, et j'ai une personne que je voudrais vraiment remercier, et cette personne, c'est Virginie. Et là, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux parce qu'il dit, je la remercie parce qu'elle a toujours été là pour nous, elle a toujours aidé, elle a toujours fait de son mieux pour qu'il y ait une bonne ambiance, elle a toujours été là, surtout quand on a besoin d'elle. Et comme je l'ai dit, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me revoyais au premier jour avec son accueil où il avait été très froid, où j'ai vraiment été stéréotypée, j'étais une femme, une jeune, et une étrangère, puisque j'étais l'une des seules étrangères dans l'équipe. Et je me suis dit, voilà, c'est la preuve que, comme le disait Raki, on est tous mis dans des catégories, mais en fait, les gens ne nous connaissent pas. Et quand ils apprennent à nous connaître, c'est là qu'ils s'aperçoivent la valeur qu'on peut apporter, nos forces, les forces, nos points forts que l'on a. Et donc, c'est toujours d'après cette expérience-là, je dis toujours aux gens, essayez de ne pas le prendre personnellement. Alors, je sais que c'est pas facile parce que des fois, on en a marre d'avoir toujours ces mêmes stéréotypes qui nous sont jetés sur nous. Mais essayez de ne pas prendre les choses personnellement et essayez de vous mettre à la place de l'autre. Et puis surtout, c'est continuer à faire ce que vous faites. Continuez à vous concentrer sur vos points forts. Comme on l'a dit, les gens ne vous connaissent pas au début. Ils ont cette image parce qu'ils n'ont pas rendu que les Français sont comme ci, ou les femmes sont comme ça, ou les Blancs sont comme ci ou comme ça. Mais ne vous laissez pas déstabiliser. Continuez à faire ce que vous faites et croyez en vous. Et tôt ou tard, comme dans mon exemple, les gens vont s'apercevoir qu'en fait, l'idée qu'ils avaient eue au premier regard ou au premier abord, en fait, elle n'était pas fondée. Et que même si dans mon cas, je n'avais ni de connaissances techniques ni de connaissances bancaires, j'avais d'autres atouts et j'ai pu quand même m'aider. Donc voilà, ce serait vraiment mes recommandations quand on est victime d'un stéréotype. Essayez de ne pas le prendre personnellement, mais surtout continuez à être vous et justement faites voir la valeur que vous pouvez apporter. Et comme je le dis, tôt ou tard, les gens vont se rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas si drôle que ça et que vous avez plein de qualités qu'ils apprécient.
Super anecdote. Merci beaucoup, Virginie. Je voudrais laisser l'occasion à Raki de nous donner aussi Oui, ses insights par rapport à ça. Oui, et moi je répondrai de manière un peu moins enthousiaste que Virginie, avec des exemples un peu moins, qui se terminent un peu moins bien, mais oui, il y a de tout, d'accord. Ça, c'est quand ça se passe bien. Tu fais ton travail et puis finalement, les gens se rendent compte que tu ne corresponds pas aux stéréotypes qu'ils avaient et ça se passe super. Enfin, il n'y a pas longtemps, je suis intervenue dans une société informatique et on avait fait une étude au préalable et quelqu'un avait raconté qu'il avait un a priori négatif sur les personnes qui sont en Inde et qui travaillent d'Inde en pensant qu'ils sont pas organisés, etc. Et finalement, la personne a été extrêmement compétente, extrêmement organisée, et du coup, ça a complètement cassé les préjugés, les stéréotypes que la personne avait. Ça, c'est quand ça se passe bien. C'est quand ça se passe. Et quand on peut être victime d'usage de stéréotypes ou de croyances de deux manières différentes. Donc là, c'est quand on a ces exemples-là qu'on a cités, ce sont quand au moins deux personnes sont en interaction. Et puis, on peut aussi être victime de stéréotypes soi-même, sans l'intervention de qui que ce soit. Et sur ça, j'aimerais juste mentionner l'effet de menace du stéréotype dont je parlais au début, sur lesquels j'ai un peu travaillé. Et je l'ai dit un peu vite, mais la définition, c'est le fait d'anticiper, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, je vais aller sur un exemple, ça va être plus simple. Je suis une femme noire, je sais que les gens pensent que les Noirs sont toujours en retard, donc je vais me mettre une certaine pression pour ne pas confirmer le stéréotype négatif qui est associé à mon groupe. Donc, je vais anticiper et modifier mon comportement pour ne pas donner raison à ceux qui ont des stéréotypes négatifs sur mon groupe. Et donc, au niveau du travail, ça peut donner par exemple des personnes qui vont essayer de ne pas parler trop fort, de ne pas se faire remarquer parce qu'on va leur dire qu'elles sont trop agressives ou trop en colère, etc., etc. Ça peut donner aussi on peut aussi être victime du syndrome de l'imposteur, manquer de confiance en soi parce que les autres ont des stéréotypes négatifs sur nous et qu'on le sait en fait. On sait que l'autre nous perçoit d'abord comme une femme noire ou à l'étranger d'abord comme une femme blanche. Donc je vais faire attention à ce que je fais, à ce que je dis, à la manière dont je me comporte pour ne pas confirmer ces attentes négatives. Donc ça, c'est une partie. Et concernant l'interaction entre plusieurs personnes, quand ça se passe mal, là, j'aimerais parler un peu du harcèlement moral discriminatoire qui commence de manière presque innocente, entre guillemets, par des remarques ou des blagues. Des remarques sur vos cheveux, sur vos mœurs, sur votre couleur de peau, sur votre culture, vos croyances, votre religion, etc. Donc, ce sont des remarques répétées, donc, ou des blagues. Ça peut être des blagues aussi, des blagues sexistes, des blagues racistes, des blagues xénophobes, homophobes, etc. C'est pas mal en fait de faire des blagues en soi, puisque ça fait partie il y a une meilleure ambiance quand on rigole, donc pourquoi pas. On peut rire les uns avec les autres, mais rire les uns des autres, rire de quelqu'un d'autre, là par contre on commence à tomber sur quelque chose de moins appréciable. Donc je reviens sur le harcèlement moral discriminatoire. J'y tiens parce que comme j'ai l'audience d'Amazon qui m'écoute et peut-être qu'il y a des managers parmi vous qui nous écoutent, c'est très très important, sachant que c'est une notion qui est très peu connue. On parle beaucoup de harcèlement sexuel et les agissements sexistes. J'ai fait pas mal de formations dessus, mais le harcèlement moral discriminatoire est très peu connu, mais il a d'énormes conséquences en fait individuelles. C'est-à-dire que moi, j'ai des individus qui en bout de chaîne en fait, qui sont en dépression, en arrêt maladie à cause de ça. D'accord. Donc, et ça commence souvent par des remarques très anodines sur vos cheveux, par des blagues, mais des blagues répétées. Et puis vous vous sentez, vous n'avez pas envie de rigoler finalement. Au début, peut-être que ça vous fait rire, mais ensuite vous n'avez plus envie puisque ça ne vous fait pas rire en fait qu'on vous rapporte toujours à un imaginaire colonial ou autre.
Et, et le problème, c'est que vous sentez pas bien. Vous avez la boule au ventre en arrivant au travail le matin parce que vous savez que vos collègues vont commencer à faire des blagues. Et vous allez voir votre manager justement pour lui dire bon, je vais pas trop bien parce que un tel et un tel se moquent constamment de mon apparence, de mes origines, et je trouve que c'est pas acceptable. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui déjà faire ce pas-là, c'est difficile, mais quand on le fait, parfois, souvent, on n'a pas l'oreille attentive en face. En face, vous avez certains managers qui répondent, qui sont dans le déni en fait, qui vous répondent que non, mais tu es peut-être un peu trop susceptible, c'est juste une blague, tu n'as pas le sens de l'humour, ou alors peut-être qu'il se passe quelque chose dans ta vie en ce moment, ça ne va pas, d'accord? Donc, qui sont dans le déni total de ce que vous subissez. Et donc, vous faites face à ce déni. Et des cas comme ça, j'en ai tellement. Enfin, j'ai le cas par exemple de Vanessa qui travaille dans une grande institution française et ça a commencé comme ça, par des petites remarques, jusqu'au jour où un collègue a dit oui, mais moi j'aime pas trop les noirs, mais bon, toi je te tolère un peu, mais voilà. Donc elle est partie voir le manager, et le manager lui a répondu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu es trop susceptible, peut-être qu'il y a un problème chez toi autre que ça. Donc Vanessa a commencé à s'isoler, puisque on n'a plus envie en fait de partager des moments comme des repas ou un café avec les collègues, puisqu'ils se moquent de nous et qu'on on se sent mal en fait en arrivant au travail. Donc elle commence à s'isoler, elle ferme la porte de son bureau, elle ne mange plus avec eux, elle ne reste plus aux after-work, etc., etc. Et à un moment donné, elle se fait convoquer. Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne dis plus bonjour? Ton comportement est inacceptable. Voilà. Donc, vous êtes victime et à un moment donné, vous êtes traité comme une coupable. Et c'est monté, crescendo, elle est partie voir les directeurs, la cellule discrimination, quand il y en a, les RH, le défenseur des droits, etc., etc. Et souvent, elle fait face à un déni, en fait. Les gens ne comprennent pas, mais pourquoi est-ce que tu prends mal les remarques ou les blagues sur tes origines? C'est drôle. Pourquoi ça te fait pas rire? Vous voyez? Donc, ça, c'est du harcèlement moral discriminatoire. Et ça mène à des dépressions. Et ça mène à des gens qui viennent ensuite chez moi parce qu'ils ne savent plus comment s'en sortir. Des gens qui ont peur de reprendre un travail parce que peur de se retrouver dans un collectif comme ça. Et donc, si j'ai un message à faire passer, c'est bien sûr de se former sur ce type de sujet, mais aussi d'être conscient que chacun de nous est porteur de ses croyances. Chacun de nous a une responsabilité à un moment donné, peu importe votre niveau, votre métier, votre niveau dans la société, dans l'entreprise, je veux dire, vous avez une certaine responsabilité. En tant que victime, c'est difficile de parler, mais certaines le font. Mais en tant que témoin, c'est aussi de notre devoir à tous de dénoncer en fait ce type de pratique. Et en tant que manager, encore plus en fait d'y faire attention et de prendre conscience que ça commence par des stéréotypes, mais ça finit par des arrêts maladie. Donc voilà. Donc juste un point de vigilance. Absolument, c'est clair. Et on a d'ailleurs une question très intéressante sur le chat d'un participant qui nous dit Raki, sur le sujet du harcèlement moral discriminatoire, avez-vous une recommandation pour des alliés qui souhaitent aider en cas de stéréotypes vus et entendus au travail? Et donc tu as déjà commencé à y répondre en disant en étant témoin, voilà. Oui, ne pas se taire et le remonter, etc. Donc, souvent, ça commence par des remarques anodines. Alors, souvent, je préconise d'interroger. Ah bon? Pourquoi tu penses que je peux pas aller faire ce déplacement? Pourquoi penses-tu que cette personne est comme ci ou comme ça? Parce que les stéréotypes sont tellement intégrés dans nos croyances que même, la personne qui le dit peut ne pas prendre conscience en fait de ça. Et elle le dit parce que ça lui paraît logique. Mais quand vous allez l'interroger, elle va finir par dire « Ah oui, peut-être que là, j'ai relié ma croyance à son genre, son origine, son orientation sexuelle, sa religion, etc. » Donc, réinterroger. Et ce qui marche aussi bien, c'est l'effet miroir, en fait, de faire la même blague sur la personne ou en reprenant une caractéristique qui lui appartient. C'est aussi lui dire et si c'était ta mère, ta fille, ta cousine,
Est-ce que ce serait aussi drôle? Donc ça, c'est pour les témoins, mais quand on bascule dans le harcèlement, c'est vraiment ne pas se taire, en fait. Ne pas se taire et témoigner. Les gens ont peur de témoigner parce que peur des représailles, mais il me semble que la loi protège les témoins, donc il ne faut pas avoir peur de témoigner. Et pour les victimes de harcèlement moral discriminatoire, ce que je préconise, ça rejoint ce que disait Virginie tout à l'heure, de toujours continuer à travailler correctement, parce que si malheureusement votre performance diminue, on peut s'en servir pour vous licencier. Donc ça peut être un motif de licenciement. Donc continuez à travailler correctement, gardez des traces, surtout tout écrire. Oui. Tout ce qui a été dit, les mails, les SMS, les échanges avec les collègues par SMS sont aussi recevables au niveau de la justice. Donc vous pouvez demander de témoigner, etc. Donc gardez surtout des traces, continuez à travailler correctement et utilisez tous les leviers qui existent, c'est-à-dire les RH, Ben par exemple, chez Amazon, des groupes d'affinité, les cellules de discrimination, le défenseur des droits. Enfin, ensuite, on va progressivement, mais surtout ne pas le garder pour soi, puisque c'est destructeur en fait. D'accord ? Donc il faut en parler. Les victimes ont peur de parler. Elles ont vraiment peur de parler. Donc si parmi nous il y a des gens qui sont victimes de harcèlement moral discriminatoire, je leur conseillerais de commencer à parler à quelqu'un de confiance et puis de voir comment mener des actions pour que ça cesse. Finalement, les victimes ne veulent pas, ce qu'elles veulent, c'est juste être traitées comme tout le monde et que ces faits cessent en fait et qu'elles retrouvent leur envie, leur joie de retourner au travail. C'est tout ce qu'elles demandent. Ouais. Absolument. Est-ce que ça répond à ta question ? Ah ben je pense que donc c'était une question d'un participant. Moi, ça a été complètement clair pour moi. Je pense que ça doit être le cas aussi pour nos participants. On verra effectivement s'il y a d'autres questions qui viennent. Je te laisserai la main aussi, Virginie, peut-être de commenter sur ça. J'aimerais dire aussi quelque chose de super important et qui n'est pas forcément connu. Et là, je parle vraiment des employés d'Amazon. On parlait de qu'est-ce qu'on peut faire pour en parler en étant témoin ou victime. Chez Amazon, il y a une ligne téléphonique spécifique pour cela, pour des personnes qui veulent reporter ce genre de discrimination, complètement anonyme. Et c'est un organisme qui est externe à Amazon qui sous-traite cela. Donc Amazon n'a même pas accès aux informations qui sont, qui en tout cas n'a pas les données des personnes qui vont contacter pour soit parler de l'expérience qu'elles ont eue ou soit des témoins. Donc si on a des participants qui ne connaissaient pas ce moyen, n'hésitez pas à nous contacter en interne chez Ben pour qu'on vous en parle, pour qu'on vous donne ces informations, ou tout simplement le service RH aussi, qui pourrait vous fournir ces informations. Mais on a la chance d'avoir des mécanismes comme ça au sein d'Amazon pour pouvoir reporter et encourager les gens à parler et à passer au-delà de cette peur. Donc voilà. Virginie, est-ce que tu as autre chose que tu pourrais compléter par rapport à ça? Non, juste pour ajouter ce que Raki a dit, c'est tout à fait vrai, c'est d'en parler, mais surtout si nous, on est témoin ou si vous êtes témoin de quelqu'un qui fait une remarque, une blague sur quelqu'un d'autre, je dirais selon l'endroit où ça se passe et le moment surtout, c'est peut-être prenez cette personne à part et en disant, bah, tu sais, la blague que tu as fait tout à l'heure, c'était pas très sympa, ou tu sais, fais attention parce que je pense que cette personne-là ou là, elle l'a prise du mauvais côté, tu as été un peu fort et je pense pas que ça soit justifié. N'hésitez pas à aller voir les gens, vous n'avez pas tout de suite à leur rentrer dedans comme j'ai dit, mais dites-leur de manière diplomatique que ce qu'ils ont fait, c'était peut-être pas très approprié, et même si vraiment c'était à pousser loin, dire écoute, ça serait bien que tu ailles présenter tes excuses parce que c'était vraiment pas sympa. Moi, si c'était moi, je l'aurais très mal pris, dire quelque chose comme ça. Et surtout aussi dire aux gens de essayer de te mettre à sa place parce que telle chose ou telle chose s'est passée, ou parce que la personne vient de tel pays ou de telle culture et que chez eux c'est normal de faire ci ou de faire ça, ou de dire ci ou de dire ça. Mais donc essayez toujours de faire prendre conscience aux autres, comme je le disais en début. D'abord c'est nous de prendre conscience nous de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, mais surtout les autres. Et comme on le disait également, parfois on a des préjugés, on s'en rend même pas compte, mais
on a juste besoin de quelqu'un qui nous dise fais attention, là tu as peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Donc je dirais aussi parlez-en, comme l'a dit Raki, d'abord à quelqu'un de confiance, et si vous êtes témoin, n'hésitez pas à aller voir la personne qui a fait cette remarque désobligeante ou ce commentaire ou peu importe pour leur dire c'était pas très sympa, et si effectivement ce sont des choses qui se répètent et que vous voyez qui ne changent pas, là il est peut-être temps effectivement d'escalader et d'aller voir des groupes comme Ben ou les ressources humaines, etc., parce que c'est pas acceptable. Est-ce que je peux compléter Bien sûr. Aller voir la personne qui a dit la remarque, certes, et aussi la personne qui a subi la remarque. Oui, puisque j'ai vu le terme allié. Les alliés, je me rends compte par ma pratique de psychologue que le rôle de l'allié est absolument fondamental. Oui. Il est absolument fondamental. Il n'est pas à négliger. C'est-à-dire que les personnes s'effondrent. Elle s'effondre à un moment donné, et ça aurait pu être évité si l'allié avait pris position. Oui, c'est vrai. Donc ça, je le vois très clairement. Donc c'est important aussi de signifier à la personne qui est victime qu'elle n'est pas seule et que vous la soutenez. Oui. Effectivement. Et effectivement, quand des groupes, des team meetings ou peu importe, s'il y a quelque chose comme ça, et si, comme je dis, ça dépend toujours, surtout à Amazon, je sais comment sont les réunions, mais dans certains cas, effectivement, si c'est un collègue qui fait une blague sur un autre collègue et que vous êtes là, comme tu le dis très bien, Raki, ne pas hésiter à dire, écoute, non, nous on est d'accord avec elle ou avec lui pour telle et telle raison, bien faire voir que la personne effectivement n'est pas seule et que l'autre réalise que il a été un petit peu trop loin. Tout à fait. Super. Merci pour vos insights. On a une dernière question. Ensuite, on passera à la partie Q&A. On a déjà quelques questions qui nous arrivent. Le mois de mai, alors c'est aux États-Unis, mais aussi dans d'autres régions, en Angleterre, etc. C'est un mois spécial par rapport à la santé mentale, donc à la sensibilisation de la santé mentale. On en a parlé un peu, la santé mentale tout à l'heure, et c'est un tabou dans certaines cultures, notamment la nôtre, la mienne, donc des afrodescendants. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner, Raki, pour éviter que ça soit tout le temps un déni spécifiquement et oui, comment est-ce qu'on peut faire pour faire face du coup à ce déni de la santé mentale qui, on va dire, n'existe pas ou n'est pas prise en compte pour ce groupe de personnes? Oui, effectivement, c'est un déni pour les personnes d'origine africaine. Et quand je dis d'origine africaine, j'inclus aussi l'Afrique du Nord. J'ai fait un live il n'y a pas longtemps sur Instagram avec une collègue d'origine marocaine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de croyances communes en fait entre les différents pays. Enfin, mes parents viennent d'Afrique de l'Ouest et elle du Maroc. Et l'une des croyances communes, c'est le fait de dire aux personnes de patienter, de supporter et de patienter. Souvent, les femmes entendent ça, en fait. Il faut supporter, il faut patienter, il faut être fort et forte. Il ne faut pas se plaindre. Alors, si vous commencez à vous plaindre, c'est que vous êtes faible. Alors, envisager d'aller voir un psychologue, alors là, c'est même pas envisageable. Donc, il y a un déni de ce point de vue-là. Et on parle de stéréotypes aujourd'hui, et les psychologues sont aussi victimes de certains stéréotypes. Peu importe la culture, là, pour le coup. Même en France, du temps où je faisais mes études, quand je disais aux gens que je faisais des études de psychologie, on me disait « Ah non, je te parle pas, sinon tu vas lire dans mes pensées. » Comme si j'avais une boule de cristal, ou comme si les gens avaient des pensées inavouables auxquelles ils ne voulaient pas que j'accède. Mais voilà, il y a des stéréotypes sur les psychologues. Je suis pas fou, je vais pas voir un psychologue. Et en plus, avec toutes les appellations, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste, on ne sait pas qui fait quoi, donc c'est trop compliqué, donc on n'y va pas. Alors que on peut consulter un psychologue quand ça va pas, et aussi quand ça va bien, pour apprendre à mieux se connaître. Et
et pour aller au-delà, enfin moi j'aime bien faire aussi beaucoup de sensibilisation, de prévention, de vulgarisation avec mes réseaux, avec le blog, etc. Ou quand je parle à la presse, c'est aussi de la vulgarisation. Et ce que je dirais à toute personne, aux personnes d'origine africaine, mais à toute personne, c'est d'oser aller voir un psychologue, et surtout de ne pas avoir peur de changer de psychologue si le feeling n'est pas là. C'est-à-dire que le feeling est extrêmement important. Et j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « Je vous appelle parce que je cherche une psychologue noire ». Et quand je leur demande pourquoi, on me dit j'ai été voir un psychologue blanc et je me suis rendu compte qu'il comprenait pas trop ma culture. C'est vrai que tout le monde a des stéréotypes sur tout le monde, psychologues y compris. Il y a des psychologues qui ont des stéréotypes sur les gens en fonction de leur culture, de leur religion, de leur personne. Et donc, si vous sentez qu'en face de vous, le thérapeute a des stéréotypes sur votre groupe social, ethnique, culturel, et que c'est un frein pour vous, parce que certaines personnes disent « Je sens que je ne peux pas tout lui dire. Je sens que je ne peux pas parler de polygamie, je ne peux pas parler de ma religion, je ne peux pas parler de mes croyances, de mes interdits, etc. » Et donc, à partir du moment où vous avez ce frein, ça peut pas aller plus loin en fait. Vous pouvez pas aller mieux si vous ne vous sentez pas bien avec la personne que vous avez choisie pour votre thérapie. Donc, ne pas hésiter à changer et aller voir des personnes avec lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes, comme je disais, des femmes noires, mais aussi des femmes de toute origine, et aussi des hommes de toute origine, puisque finalement, ils se rendent compte que c'est pas la couleur, finalement, c'est pas parce que j'ai cette couleur de peau qu'ils viennent me voir. Ils viennent me voir parce que j'ai le positionnement, en fait, c'est la disposition. Je suis pas dans le jugement ou autre. Il y a des cultures que je ne connais absolument pas, mais je suis prête à apprendre à les connaître et à les respecter. Donc, si vous sentez que le thérapeute en face de vous n'est pas prêt à apprendre à connaître votre culture et surtout à la respecter, il faut changer. Donc, voilà, en parler, rassurer. On n'a pas d'outils. Je vais pas ouvrir votre cerveau. J'ai pas d'outils de scanner. Mon seul outil, c'est moi-même, ma compréhension des choses et tout ce que je connais de la psychologie humaine. Et si jamais le feeling n'est pas là, vous êtes libre de changer et d'aller vers quelqu'un d'autre une personne avec laquelle vous auriez confiance. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter une petite chose, moi j'ai eu un burn-out il y a quelques années aussi, et ce que je voudrais dire, c'est que, comme tu le dis Raki, c'est ne pas avoir peur d'en parler, et si la première étape d'aller chez un psychologue, c'est une étape trop grande, essayez d'en parler autour de vous, à vos proches, à vos amis, à votre famille. Le fait de parler, déjà, ça aide beaucoup. Et une chose que moi que j'ai remarqué quand j'ai eu mon burn-out, c'est quand on a une jambe cassée, tout le monde le voit qu'on a une jambe cassée, mais quand on n'est pas bien dans sa tête, personne ne le voit. Et il n'y a aucune honte à en parler, et si vous saviez le nombre de personnes, quand j'ai dit que j'ai eu un burn-out, que tout le monde me dit « Ah ben moi aussi j'en ai eu un », c'est incroyable. Donc surtout, n'ayez pas peur d'en parler. Déjà, le fait d'en parler, d'avoir quelqu'un qui on a confiance, qui nous écoute, ça aide déjà. Et effectivement, pour aller plus loin, si vraiment vous avez besoin d'aide, des personnes comme Raki sont les meilleures personnes, mais le fait d'en parler déjà, ça peut déjà aider énormément. Absolument. Absolument. Libérer la parole. Merci beaucoup. C'est ça, exactement. Merci beaucoup pour vos réponses. On arrive à la fin de la session. On a terminé sur les questions, mais bien sûr, on a des questions de nos participants. Une question que je vois est quelle est l'origine des stéréotypes historiquement parlant? Donc, je vais peut-être le diriger vers Raki, mais Virginie, bien sûr, n'hésite pas aussi à donner des insights. Comme je disais, les stéréotypes sont faits de croyances. Ce sont des croyances qu'on associe à certains groupes, et ces stéréotypes sont nourris de faits historiques et de faits sociaux. D'accord. Des faits comme l'esclavage, la colonisation, les deux guerres mondiales, les faits de terrorisme ces dernières années. Tous ces faits historiques nourrissent des stéréotypes, d'accord. Au Maghrébin, on n'associait pas, peut-être il y a 50 ans, l'aspect terroriste ou violent, etc. Aujourd'hui, si vous posez des questions et si vous faites une étude sur le contenu des stéréotypes associés aux Maghrébins, certainement l'aspect violent et terroriste va ressortir. Vous voyez, islam terroriste va ressortir. Pourquoi ? Parce que il y a des associations au niveau de la communication, au niveau des médias, au niveau des productions audiovisuelles, au niveau des films, etc., des livres. Donc, tous les faits historiques
nourrissent les stéréotypes. Et c'est pour ça aussi que les stéréotypes changent très 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 lentement dans le temps. Vous voyez, il y a des stéréotypes que l'on a aujourd'hui à propos de certains groupes qui datent de l'époque de l'esclavage. On n'arrive pas à s'en débarrasser parce qu'ils sont ils sont entretenus en fait. On les reproduit à l'écran, on en parle et puis on essaie de les confirmer, etc. Donc ça change très très lentement dans le temps. Donc l'origine des stéréotypes. Est-ce que la question qu'on pose aussi de temps en temps, c'est est-ce qu'un stéréotype est vrai? C'est invérifiable en fait. Un stéréotype, c'est invérifiable. On ne peut pas vérifier le fait toutes les femmes sont sensibles. Est-ce que je peux le vérifier ou pas? Non, c'est vrai. Certaines femmes sont sensibles, d'autres non. D'accord. Donc le problème, c'est la génétique que vous allez appliquer à la personne que vous allez rencontrer prochainement. D'accord, c'est ça. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Juste un jeu pour ceux qui nous écoutent. La prochaine fois que vous prenez le métro, vous allez dans la rue, essayez de faire attention à vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez de l'autre qui est en face de vous et qui est différent de vous? Qu'est-ce qui vous arrive à l'esprit? Vous voyez, vous verrez des stéréotypes arriver. C'est un très bon exercice, ça. Un très bon exercice. Virginie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça? Brièvement, juste pour dire qu'en fait, la société actuelle, et même si on remonte dans l'histoire, a toujours essayé de nous diviser. Les hommes contre les femmes, les blancs contre les noirs, les musulmans contre les chrétiens, les jeunes contre les vieux, et j'en passe. On peut en mettre dans toutes les catégories. Et je pense que ce qu'il faut qu'on essaye de faire, c'est justement aller au-delà des différences et plutôt regarder les points communs qu'on a, parce que c'est justement en rassemblant nos forces qu'on peut aller de l'avant. Donc voilà, c'est ce que je voudrais rajouter. Exactement. Absolument. C'est une des manières d'aller au-delà des stéréotypes. Au-delà des différences, il faut aller vers un but commun. D'accord. Voilà. Il y a des expériences en psychologie sociale qui ont montré que quand vous avez un but commun, vous allez au-delà de vos différences. D'accord. Exactement. Super. Une autre question. Avez-vous des recommandations de livres, films ou autres pour développer cette compréhension ou cette sensibilité aux stéréotypes? Des livres, des films, alors tous les livres de psychologie sociale qui parlent de stéréotypes, mais c'est peut-être indigeste pour certains. Je dirais en fait de faire attention à ses propres pensées. Vous voyez, vous verrez que vous avez des stéréotypes et des croyances sur tous les groupes, et ces croyances ne viennent pas de nulle part. La prochaine fois que vous regardez un film, regardez un peu comment sont décrits les personnages. La prochaine fois que vous lisez un livre, que vous écoutez les informations, faites attention à comment sont présentés tel ou tel groupe. Donc, vous les connaissez en fait, ces stéréotypes-là. Et la sensibilité, elle se développe en faisant attention à nos propres pensées. D'accord, en faisant attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Mais sinon, en termes de recommandations, j'ai beaucoup d'ouvrages sur le racisme, sur attendez, je regarde, qu'est-ce que j'ai ici que je peux peut-être... ça, j'aime beaucoup. Comment devenir antiraciste. Voilà. De Ibram X. Kendi, il est sorti en 2020 et il parle pas mal de stéréotypes. Donc c'est très américano-centré par contre. Des livres sur la France, on n'en a pas beaucoup. Si, on a ça. Racisme de France. Donc avec pas mal de... qui parle de l'école, de la santé, des corps, du sport, du féminisme, du communautarisme, etc. Donc c'est pas mal. Sinon, je peux vous faire une sélection et puis je vous enverrai des liens et vous partagerez. Oui, ce serait génial, oui, absolument. Voilà. Absolument, oui. Oui, il y a trois films qui me viennent à l'esprit, et ce sont des films marrants, des films français, mais qui font voir aussi toutes sortes de stéréotypes, et peut-être que notre audience les a déjà vus, mais le premier, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, où c'est ceux du Sud qui critiquent ceux du Nord, et moi je suis une Ch'ti justement, donc, et ce film il a changé ma vie, parce qu'avant, chaque fois que j'étais à l'étranger, quand
demandé si je venais de Paris ou de la Côte d'Azur et je disais non, du Nord, on me regardait comme ça. Et une fois que j'ai dit que j'étais une ch'ti après le film, tout le monde me fait maintenant des grands sourires jusqu'aux oreilles. Donc ce film, il est formidable pour les stéréotypes. Le deuxième, c'est Intouchable, où là, c'est pareil, quelqu'un de la banlieue qui vient travailler chez quelqu'un de riche handicapé. Là aussi, on voit les stéréotypes des deux côtés. Et le troisième que j'ai vu récemment, c'est Tout le monde debout. Là, c'est quelqu'un qui rencontre une handicapée et qui se fait passer pour un handicapé, quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Et c'est pareil aussi de voir la progression, le changement. Et tout ça, comme l'on dit, c'est des préjugés qu'on a en tête sur l'inconnu, les gens qu'on ne connaît pas. Et de voir l'évolution à travers le film, ce sont des films si vous êtes mal, vous avez un burn-out, une dépression, déjà regardez ces films-là, ça vous remettra un petit peu de bonne humeur, ça vous donnera du baume au cœur, mais aussi de voir comment les préjugés évoluent et puis que finalement, comme je dis, on a beaucoup plus de ressemblances que de différences. Super. J'en ai vu 2 sur les 3 que tu as cités. Le troisième, c'est peut-être un film de Franck Dubosc, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça, oui. Super. Très bien. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux pour toutes ces réponses que vous nous avez apportées. Personnellement, j'ai beaucoup appris de cette session et je suis sûr que notre audience aussi. On arrive pile poil à la fin de notre session aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot très rapide de fin? Donc déjà, Raki, on accepte avec volontiers que tu nous passes ces liens, mais est-ce que vous avez un mot rapide de la fin avant qu'on clôture? Virginie? Alors, moi, juste pour résumer, qu'ensemble, on est plus fort. Je dis toujours together we are stronger. Et juste, ne jugez pas, soyez curieux et essayez toujours de vous mettre à la place de l'autre. Et n'hésitez pas à garder l'esprit ouvert et à apprendre des autres comme les autres peuvent apprendre de vous. Voilà. Absolument, absolument. Garder l'esprit ouvert et prendre conscience que chacun de nous peut avoir un rôle à jouer dans le cheminement de l'autre. D'accord? Donc, vous pouvez parler pour une autre personne, soutenir plutôt une autre personne en cas de difficulté. Vous êtes aussi la personne qui va prendre des décisions, qui va recruter ou ne pas recruter, qui va donner une promotion, pas donner une promotion. Donc, vous prendre conscience que vous avez un rôle à jouer et que essayez de faire en sorte de ne pas utiliser les stéréotypes lorsque vous prendrez ces décisions-là. Et ensuite, en termes de santé mentale, je dirais, comme l'a dit très bien Virginie tout à l'heure, le burn-out, tout le monde, chacun d'entre nous est susceptible d'en faire un. Donc, parler, consulter, aller voir un psychologue si vous sentez le besoin, si vous en ressentez le besoin. Prenez soin de vous et puis ayez confiance en vous. Et voilà, merci pour ce temps de parole. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Pareil, merci beaucoup, à vous. Malik. Merci à vous. Merci à vous, on a beaucoup apprécié. Je souhaite juste dire à l'audience que vous allez recevoir une enquête de satisfaction par rapport à cette discussion. Elle vous sera envoyée, n'hésitez pas à la remplir. On veut savoir effectivement votre ressenti par rapport à cette discussion. Et n'hésitez pas aussi à nous donner des guidance sur quel type de discussion vous souhaitez avoir dans l'avenir. Un grand merci encore à tous nos participants. Un grand merci à Raki et Virginie de nous avoir rejoints. Et j'espère qu'on pourra vous revoir toutes les deux dans nos événements futurs et revoir aussi tous nos participants dans notre agenda pour l'année. Merci beaucoup encore et à très bientôt. Prenez tous bien soin de vous. Merci. Merci. Bye. Au revoir.